Calme plat ce dimanche à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Au lendemain de la mutinerie survenue à la Maka, nous revenons sur les incidents qui ont fait plusieurs victimes. On en parle en début de journal avec le procureur général, Ali Yeo. Le centre hospitalier régional de Divo compte désormais un nouveau centre médico-chirurgical de traitement des personnes atteintes de l'ulcère de Buruli et de la lèpre. La nouvelle unité a été inaugurée ce dimanche même. Elle aura coûté 245 millions de francs CFA. À 100 ans, il a été désigné premier lauréat du prix UNESCO de l'Université nationale autonome du Mexique. Bernard Benin-Dadier sera célébré toute l'année 2016 à en croire le ministère de la Culture. L'écrivain aura même son nom porté par une rue de la commune de Cocody. Et puis à l'étranger, plus de 7,5 millions de Nigériens appelés aux urnes ce dimanche pour des élections présidentielles et législatives. 15 candidats briguent la magistrature suprême, dont Mahamadou Issoufou, chef de l'État sortant au pouvoir depuis 2011. Plus de 30 000 électeurs ont voté ici à Abidjan. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Ce dimanche a été relativement calme à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Ce n'était pas le cas hier dans la matinée. Au moins 2 personnes, dont un détenu de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la principale prison de la Côte d'Ivoire, ont été tuées lors d'une mutinerie. La seconde victime est un garde pénitentiaire qui a trouvé la mort au cours d'une opération de renforcement de la sécurité à l'intérieur de l'établissement. Au lendemain de cette mutinerie, nous revenons sur les incidents qui ont fait également une vingtaine de blessés. On saura si le bilan a évolué. On en parle justement avec le procureur général, Ali Yeo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. D'abord, vous avez un message pour nous. Oui, tout à fait. Comme vous le savez, le samedi 20 février 2016, vers 9 h, un incident grave est survenu à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. En effet, un ex-détenu qui tentait d'introduire de la drogue dans l'établissement a été appréhendé et déféré au parquet de Yopougon, où des poursuites pénales ont été engagées en son encontre. Placé sous mandat de dépôt, il a été conduit à la Maka le vendredi 19 février 2016. Le lendemain matin, à la sortie du greffe, après l'accomplissement des formalités d'écrou, il a ameuté ses co-détenus, déjà préparés à une riposte, contre les mesures prises quelques jours plus tôt pour mettre fin à certaines pratiques qui avaient cours dans le dit établissement. Des détenus, avec à leur tête Koulibaly Yacouba, alias Yakou le Chinois, qui portait en main une arme de type AK-47 Kalachnikov et une autre en bandoulière, ont commencé à lancer des projectiles dans tous les sens et à tirer des coups de feu en direction des agents pénitentiaires. Ceci a occasionné des heurts particulièrement violents. Les agents pénitentiaires ayant été rapidement débordés, il a été fait appel à des renforts, notamment à la police et à la gendarmerie nationale. Ces affrontements, qui se sont poursuivis pendant plusieurs heures, ont malheureusement occasionné à ce jour plusieurs blessés et des pertes en vies humaines. Ainsi, le bilan actualisé s'établit comme suit. Du côté des agents pénitentiaires, on déplore 1 mort et 8 blessés. Du côté des détenus, on dénombre 13 blessés et 9 morts, dont le meneur, Koulibaly Yacouba, alias Yakou le Chinois. Une enquête a été aussitôt ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ces événements et en situer toutes les responsabilités. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, au nom du gouvernement, tient à réitérer ses condoléances aux familles endeuillées et ses vœux de prompt rétablissement à tous les blessés. Je vous remercie. Merci à vous, M. Ali Yeo. On l'a bien compris, le bilan a évolué d'hier à aujourd'hui. Donc, est-ce que vous confirmez que c'est bien une mutinerie et non une attaque d'assaillants venus de l'extérieur? C'est bien une mutinerie. Personne n'est venu de l'extérieur. Il n'y a pas eu d'assaillants. Ce sont les détenus qui se sont préparés et qui ont commencé à tirer des coups de feu en direction des agents pénitentiaires qui, eux, ont riposté. Et justement, des détenus qui ont en leur possession des armes à feu, c'est quand même inquiétant. Très inquiétant. Comment ça se fait? C'est pour cela d'ailleurs que nous avons diligenté une enquête
Cette enquête nous dira exactement comment des armes de guerre, Kalachnikov, AK-47, des grenades, ont pu parvenir jusqu'à la maison d'arrêt. On n'exclut absolument aucune piste. L'enquête nous dira exactement ce qui s'est passé. D'accord. À ce moment précis, les parents des détenus doivent être très inquiets. Est-ce que vous avez mis en place un mécanisme pour les informer de l'état de leurs proches? Oui. Actuellement, l'identification des détenus blessés et décédés est en cours. Comme vous le savez, les détenus ne possèdent pas sur eux des cartes d'identité. Donc, l'identification est en cours depuis hier. Lorsque tous les détenus blessés ou décédés seront identifiés, leurs proches et leurs parents seront informés. Dernière question, monsieur le procureur général. À cet instant précis, quelle est la situation qui prévaut à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan? Depuis hier, la situation est très calme. Les renforts que nous avons reçus ont maîtrisé la maison d'arrêt. Les personnes ont pu avoir accès aux cellules et des fouilles ont été faites. La maison d'arrêt est calme, il n'y a plus aucune inquiétude à ce niveau. Est-ce que vous pouvez donner également l'assurance selon laquelle il n'y a eu aucune évasion? Aucune, absolument aucune évasion. C'était une tentative d'évasion, mais tout le monde a été maîtrisé, il n'y a eu aucune évasion. Merci à vous, Aliyo, procureur général, près le tribunal de première instance, pour ces précisions. Avec vous, on vient de faire le point de la mutinerie survenue hier à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Merci beaucoup. Je vous remercie. Hier a été célébrée la deuxième journée nationale du retraité de la police ivoirienne, une initiative de la mutuelle des retraités de la police, une journée de souvenirs et de reconnaissance tenue en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko s'est engagé à répondre aux attentes des policiers à la retraite. À l'occasion, un hommage a été rendu à tous leurs anciens ministres de tutelle, le récit d'Hamza Diaby. Retrouvailles, échanges, souvenirs, voilà l'objectif de cette journée des retraités de la police qui est à sa deuxième édition. Une particularité cependant cette année, la reconnaissance du travail des anciens ministres de la Sécurité qui se sont succédés en Côte d'Ivoire. Ils ont reçu un hommage de la mutuelle des policiers retraités. Nous voulions simplement rendre un hommage sincère, solennel à ces personnalités ivoiriennes qui, dans leur diversité, mais avec un idéal commun, une vision noble, ont dirigé, animé, transformé la police nationale de Côte d'Ivoire, de 1974 à ce jour. Heureux d'être les premiers anciens ministres à être invités et célébrés ainsi par les agents retraités d'une administration, les ministres de la Sécurité, honorés ce samedi, s'en félicitent et se disent fiers. Je voudrais, au nom de tous vos anciens ministres, vous exprimer du fond du cœur nos sentiments de réelle et sincère gratitude pour l'acte inoubliable, incommensurable, inqualifiable, inaltérable et fort admirable que vous posez à notre égard, nous, vos anciens ministres. Ahmed Bakayoko, lui, se dit heureux de ce lien si fort qui unit les retraités de la police et leurs anciens ministres. Vous êtes à la retraite et eux ne sont plus en charge. Et si vous tenez à leur rendre hommage, je trouve que cela est très fort parce que c'est sincère et c'est la preuve que vous avez une bonne collaboration. Parce qu'on ne célèbre pas quelqu'un avec qui on n'a pas eu une bonne collaboration. Je voudrais donc rendre hommage à tous ces monuments de la scène politique ivoirienne, à tous ces monuments de la sécurité ivoirienne qui sont représentés ici. Ahmed Bakayoko répond ensuite favorablement à la doléance de la mutuelle d'avoir une subvention annuelle. Puis le ministre d'État et les anciens ministres de la Sécurité reçoivent des diplômes d'honneur et des présents. La sécurité à la frontière ivoiro-libérienne intéresse le WANEP, le réseau ouest-africain pour la paix en collaboration avec une ONG britannique, Conciliation Resource, a initié récemment un atelier autour de la question. Il est question de trouver des solutions durables à la question de l'insécurité dans l'ouest du pays. Nous Sangaré à Boussanogo.
La frontière ivoiro-libérienne dans l'ouest de la Côte d'Ivoire est souvent confrontée à des difficultés liées à l'insécurité, notamment les conflits fonciers intercommunautaires et l'incursion récurrente de bandes armées. Selon Conciliation Resources, organisation britannique engagée dans la recherche de la paix, cette situation constitue une entrave à la cohésion sociale. Le problème véritable qui se pose, ce sont des questions liées aux conflits fonciers, des questions liées à l'immigration, des questions également liées à, on va dire, la situation de précarité au niveau de la réconciliation qui devait exister entre ces différentes populations-là. En vue de faire face à cette situation, un atelier est initié avec l'appui du WANEP, Réseau Ouest Africain pour la paix. Insécurité transfrontalière et initiative locale de dialogue. C'est le thème de cet atelier qui vise à trouver des solutions durables à la question de l'insécurité dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Compte tenu aussi de l'actualité avec la dernière rencontre des chefs d'État à Guiglo sur la possibilité de voir bientôt s'ouvrir les frontières. Il nous semblait donc important d'aborder cette question-là pour voir un peu comment est-ce que, ensemble avec tous les acteurs qui interviennent dans le domaine, nous pourrions trouver des solutions durables en fait, à la question de l'insécurité dans cette région. 5 ministères ont pris part à cet atelier dont les résultats seront soumis aux autorités ivoiriennes. Créé le 23 mars 2003, le réseau Ouest africain pour la paix, WANEP Côte d'Ivoire, est composé de 21 organisations non gouvernementales. En image, Cyril Bolloré, reçu par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le directeur général délégué du groupe Bolloré et président de Bolloré Transport Logistique a présenté les chantiers du groupe en Côte d'Ivoire. Bolloré Africa Logistique, c'est plus d'1 400 000 m² d'entrepôts et d'espaces de stockage. C'est aussi une gamme de services maritimes, portuaires, ferroviaires, aériens et terrestres. Également une branche médiatique représentée par Havas. Cyril Bolloré a par ailleurs annoncé l'ouverture de plusieurs salles de cinéma dans le pays. Intéressons-nous maintenant au plan national de développement, le PND 2016-2020. Il a été présenté récemment aux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Présentation faite au cours d'un déjeuner-débat par la ministre du Plan du Développement. Kabanialé a sollicité l'aide des ambassadeurs pour accompagner le financement des projets prévus dans le PND. Les explications de Francis Boifo. Pour financer le plan national de développement PND 2016-2020, il faut 30 000 milliards de francs CFA, dont 62% à rechercher auprès des partenaires privés. À cette rencontre, la ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba a sollicité l'aide des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Il s'agira de demander aux partenaires de financer les importantes réformes structurelles que la Côte d'Ivoire entend mener à travers ce PND. Échanger sur le contenu du PND, mais également voir avec eux quelle est la meilleure approche pour à la fois mobiliser les ressources, suivre ensemble dans un dialogue sa mise en œuvre et évaluer sa mise en œuvre. Le PND 2016-2020 est le document de référence de l'action de l'État pour atteindre l'émergence dans 4 ans. La contribution du secteur privé est très attendue. Nous allons essayer d'accroître la part du secteur manufacturier, donc une transformation structurelle de l'économie. Nous allons également faire en sorte que la croissance qui va être générée dans cette période soit une croissance partagée, donc avec des infrastructures harmonieusement réparties sur l'ensemble du territoire, mais en maintenant un cadre macroéconomique sain. Dans la perspective de recherche de financement, l'État va organiser en mai prochain un groupe consultatif à Paris, en France. Il s'agira de mobiliser auprès des partenaires privés 18 600 milliards de francs CFA, soit les 62% du coût global du PND 2016-2020. On passe à l'actualité sanitaire. Le CHR, Centre Hospitalier Régional de Divo, compte désormais un nouveau centre médico-chirurgical de traitement des personnes atteintes de l'ulcère de Bureli et de la lèpre. La nouvelle unité a été inaugurée ce dimanche même. Elle a été construite et équipée par la Fondation Raoul Foloro pour un coût global de 245 millions de francs CFA. On fait le point avec Doigt des Lasers. La région de l'Audibois, zone endémique de l'ulcère de Bureli et de la lèpre selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a enregistré plus de 100 personnes atteintes de la maladie de 2012 à 2015. Leur assistance étant souvent difficile.
Quand bien même nous commençons à faire depuis 2010 du dépistage précoce, il y a tous les anciens malades qui n'ont pas été vus tôt et qui présentent des séquelles. Vous avez vu, dans cet hôpital, il n'y a pas cette chirurgie spécialisée. Derrière cette porte, une petite fille de 13 ans clouée au lit. Christelle Vanessa Tano souffre de l'ulcère de Buruli depuis plus de 7 ans. Mon pied est enflé. On a cherché le médicament, on n'a pas trouvé. Quand les docteurs sont venus, ils ont fait examen dessus, on dit que c'était la maladie. Ouf de soulagement pour ces nombreux malades. Le centre hospitalier régional de Divo vient d'être doté d'un centre médico-chirurgical flambant neuf et équipé de matériel médicaux adapté à leur traitement. Un don de la fondation Raoul Folero pour un montant de 245 millions de francs CFA. Au-delà des sommes engagées, le partenariat stratégique que nous menons ici, ensemble, tant dans la lutte contre la lèpre que contre l'ulcère de Buruli, symbolise l'esprit Folero. Un geste de générosité apprécié par Raymond Goudou-Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Et cela vient entre autres renforcer le plateau technique du centre hospitalier régional de Divo et améliorer la prise en charge des autres pathologies spécialisées. Le centre médico-chirurgical du CHR de Divo est doté entre autres de 6 salles d'hospitalisation de 30 lits, d'une salle de pansement, d'une autre de rééducation et des motos pour la supervision dans les villages les plus reculés. Aujourd'hui, 21 février, est commémorée la Journée internationale des langues maternelles. Cette année, l'accent est mis sur l'importance de l'éducation de qualité et de l'apprentissage des langues, en particulier la langue maternelle, dès les premières années d'enseignement. Ici en Côte d'Ivoire, l'introduction des langues maternelles dans le système éducatif est un projet déjà à l'étude. Un séminaire réunit à Bingerville les doctorants des 3 bureaux régionaux de l'Agence universitaire de la francophonie. Les participants sont issus de plus de 12 pays. Le but est d'accompagner et donner des orientations à ces doctorants dans leurs travaux de recherche. Grâce Kando. Les étudiants en thèse de doctorat sont souvent confrontés à des difficultés liées à leur recherche. Problèmes de structuration, déficit d'enseignants-chercheurs, non-respect des délais pour les soutenances de thèse, c'est-à-dire entre 3 et 5 ans. Alors, pour apporter des réponses à toutes ces préoccupations, l'Agence universitaire de la francophonie organise le 3e regroupement du collège doctoral afin d'accompagner les étudiants dans leurs travaux de recherche. Ce qui ressort, c'est qu'il y a des progrès énormes qui sont réalisés au cours de ces différents ateliers. Maintenant, les étudiants ont bien compris. Ce qu'on souhaite, c'est qu'à terme, une fois qu'ils auront soutenu leur thèse, ça ait contribué à faire un réseau de thésards, donc de futurs chercheurs, enseignants-chercheurs, qui continueront à travailler ensemble. L'état d'avancement des travaux des doctorants a été présenté au comité scientifique. Ma thèse porte spécialement sur la valorisation de la bière de sorgho. Le jury nous a essayé de recadrer un peu les travaux, d'insister sur certains points là où il y avait un peu de défaillance, là où peut-être les expériences n'étaient pas assez poussées. Le jury aussi nous aide aussi à mieux organiser le travail, à mieux le structurer. Le comité scientifique de pilotage, l'AUF, nous offre déjà une tribune de critique, c'est-à-dire on expose nos travaux, le comité évalue l'avancée, le comité nous propose des alternatives au regard des problèmes que nous avons rencontrés et le comité nous pose des questions en termes critiques. Ces doctorants sont venus de plus de 10 pays d'Afrique de l'Ouest, centrale et du Maghreb. En politique, l'approche du parti unifié, soutenu par le collectif des mouvements, associations et clubs de soutien proches du RHDP. Selon eux, la formule du parti unifié est gage de stabilité et de cohésion pour le pays. Le collectif s'est exprimé au cours d'une conférence de presse, comme nous le montre Abou Sanogo. Les mouvements, associations et clubs de soutien proches du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, réunis au sein d'un collectif, apportent leur soutien au président Henri Konaté Dié et Alassane Ouattara et leur adhésion totale au parti unifié. Ils se sont exprimés au cours d'une conférence à la Maison de la Presse au Plateau.
Pour ces différents responsables des mouvements, associations et clubs de soutien, l'unification des partis politiques membres de cette alliance est salutaire pour la Côte d'Ivoire. Confirmant que le parti unifié aura pour appellation RHDP, remercions le président Aimé-Henri Konan Bédié et son jeune frère, le président Alassane Ouattara, pour cette prise de position claire et nette, allant dans le sens des aspirations des militants et sympathisants des partis membres du RHDP. C'est pour la Côte d'Ivoire que Bédié et Alassane Ouattara ont accepté de donner le nom RHDP au parti unifié. Par ailleurs, le collectif des mouvements, associations et clubs de soutien du RHDP appelle les Ivoiriens au calme et à la sérénité. Nous voudrons inviter les uns et les autres au calme, à la confiance en nos leaders Aimé-Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, et surtout à notre contribution effective dans la réalisation du parti unifié, parce que c'est un parti où tout le monde va gagner, parce que qui parle de paix, parle de développement, parle de croissance économique. Prochaine mission pour le collectif des mouvements, associations et clubs de soutien du RHDP, investir le territoire national en vue de sensibiliser les militants sur l'importance du parti unifié. La politique ce soir, c'est aussi le RPP, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, qui entend obtenir un groupe parlementaire à l'issue des élections législatives prochaines. Le parti, présidé par Ouattara Nyonzi, a dévoilé ses ambitions hier à son siège de Cocody. Gabriel Zani. En 2015, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage RPP a pris le temps pour donner une assise à ses structures de base. En 2016, pour s'assurer un avenir politique, le parti est déterminé à gagner des sièges au Parlement. Compter sur l'échiquier politique ivoirien, il va de la survie du parti. Pour cet objectif, toutes les instances du RPP sont mobilisées, sa jeunesse en première ligne. Nous voulons vous assurer de notre indéfectible attachement aux idéaux de notre parti, le RPP, et vous apporter nos encouragements et notre soutien total pour le combat de la justice sociale, de la restauration de la paix. La détermination, la volonté du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage ne suffira pas pour avoir le maximum de députés. Ce combat, le RPP ne veut pas le mener seul. Je lance un appel ici à tous les partis politiques frères de l'opposition afin que nous mutualisions nos voix pour convaincre les autorités afin qu'elles mettent en œuvre toutes les réformes indispensables pour que les résultats des élections législatives à venir soient le reflet réel, le choix de nos campagnes, de nos villes, de nos communes, de nos sous-préfectures, nos départements et nos régions. Cela dit, le nouveau découpage des circonscriptions électorales retiendra l'attention du RPP, la révision de la Constitution aussi. Les situations politiques, judiciaires et sécuritaires, économiques et sociales du pays n'ont pas été épargnées par Ouattara Nyonzi, qui ne cesse de sceller les alliances politiques depuis le départ du RPP de Laurent Donafologo, fondateur du parti en avril 2015. À 100 ans, il a été désigné premier lauréat du prix UNESCO de l'Université nationale autonome de Mexique. Bernard Belén-Dadié sera célébré toute l'année 2016, à en croire le ministère de la Culture. L'écrivain aura même son nom porté par une rue de la commune de Cocody. Issa Yeo, Abou Sanogo. Rentrée culturelle au ministère de la Culture et de la Francophonie. Une rentrée pour récompenser les 2e et 3e du prix d'excellence 2015 dans les domaines des arts vivants, de la littérature, du cinéma et des arts visuels. Les premiers ayant été récompensés par le chef de l'État Alassane Ouattara en août 2015. Je suis content parce qu'une récompense vient nous encourager à faire mieux. Seul le travail paie et je suis contente aujourd'hui. Initiative donc à encourager. Moi, je suis sur la voie d'être excellent parce que j'ai un 3e prix. Handicapé, l'invité spécial du ministre de la Culture et de la Francophonie crée l'émotion dans la salle Christian Latier du Palais de la Culture de Treichville par son génie créateur. Moi, je ne suis pas handicapé. J'ai les membres coupés, mais je ne suis pas handicapé. Maurice Kwaku Bandama a saisi l'occasion du démarrage des activités de son département pour rendre un hommage à Bernard Dadié, l'icône de la littérature ivoirienne, récemment distingué par l'UNESCO dans le cadre de la célébration de ses 100 ans. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a décidé
de lui consacrer son année culturelle toute l'année 2016. Le ministère entend entreprendre auprès des autorités de la mairie de Cocody pour qu'une rue porte son nom. Le ministre Maurice Kwaku Bandama a surtout promis de faire de la culture une activité rentable pour les artistes en Côte d'Ivoire. La culture marquée aussi par le concert donné hier par Ismaël Isaac. L'artiste musicien reggae a revisité son répertoire face à ses mélomanes de Bouaké. C'est dans le centre du pays. C'est son premier concert live depuis son accident survenu le 9 octobre dernier sur l'axe Yamoussoukro à Abidjan. Ce concert, baptisé Concert de la Renaissance, a été un véritable moment de communion entre l'artiste et les populations de Bouaké. Toutes les images et les sonorités dans ce compte-rendu d'Adama Bakayoko. Il est de retour après avoir échappé à la mort en octobre dernier. Celui que les fans surnomment le Gangaba de Treichville n'a rien perdu de son talent. 90 minutes non-stop, 18 titres interprétés au grand bonheur du public venu le soutenir. Un show haut en couleur que les Boakois n'oublieront pas de sitôt. Ce concert de la Renaissance a été un succès à tout point de vue. Public discipliné, sécurité garantie par les forces de police et les sapeurs-pompiers militaires. Un spectacle que Ismaël Isaac avait promis aux mélomanes de Bouaké lors du Massa 2014, quelques mois seulement avant la sortie de son dernier album baptisé « Je reste ». Un titre évocateur car un an plus tard, l'artiste sort miraculeusement d'un grave accident de la circulation. Oui, Ismo est resté pour le bonheur de millions d'admirateurs d'ici et d'ailleurs, et ce concert de la Renaissance à Bouaké est la preuve que l'enfant de Treichville a encore de beaux jours devant lui. Plus qu'un simple concert, ce spectacle a été une véritable fête populaire et les jeunes de Bouaké n'ont pas boudé leur plaisir. Bouaké est la première étape d'une série de concerts que Ismaël Isaac va donner dans plusieurs villes du pays. À l'étranger, plus de 7,5 millions de Nigériens appelés aux urnes ce dimanche pour des élections présidentielles et législatives. 15 candidats briguent la magistrature suprême, dont Mahamadou Issoufou, chef de l'État sortant au pouvoir depuis 2011, mais ils doivent aussi élire 171 députés. Pour voter, il faut être muni d'une carte d'identité, d'un livret de famille ou d'un permis de conduire. Le vote par témoignage est aussi possible. Reportage. Au Niger, plus de 7,5 millions d'électeurs ont voté ce dimanche 21 février. En Côte d'Ivoire, plus de 31 000 Nigériens ont participé au scrutin. Ils ont tous voté 2 fois en choisissant d'abord un bulletin unique pour élire leur président parmi les 15 candidats. Ensuite, un autre bulletin pour voter les 171 députés du Parlement. Dans cet établissement scolaire de Bergerville et Pépé Plateau 2, l'engouement a pris le pas sur le léger retard accusé dans le démarrage des opérations. Depuis ce matin, dans l'ensemble de 31 000 Nigériens qui sont inscrits sont en route, en tout cas ils sont devant les bureaux de vote pour voter normalement et ça se passe en tout cas dans l'ensemble très bien. Ils ont répondu nombreux à l'appel avec un seul vœu, que les élections se déroulent dans un climat apaisé. Si on ne vote pas dans la paix, on peut même avoir guerre. Donc ça, on ne le souhaite pas. On veut que ça soit passé très bien. Donc chacun va choisir son président. Celui qui peut faire le mieux pour le Niger, que Dieu l'accorde cette paix-là. En tout cas, je veux que là-bas aussi, il ne qu'à passer, il ne qu'à bien voter, comme ce que nous on fait ici, sans palabre, sans bagaille. En tout cas, on ne qu'à bien voter au Niger comme en Côte d'Ivoire ici. Nous voulons que les votes se passent dans de façon libre et transparente, inclusif et que le meilleur gagne. Que tous les Nigériens acceptent le résultat des urnes. Munis d'une carte consulaire, d'un livret de famille ou d'un permis de conduire, les Nigériens choisissent leur candidat dans le calme, selon les témoignages recueillis. Un léger détachement des forces de sécurité ivoiriennes assure le maintien de l'ordre dans le centre de vote. Au Niger, la campagne électorale a été émaillée de vives tensions politiques entre partisans du président sortant et opposants. Mahamadou Issoufou, l'actuel président, brigue un second mandat et promet la victoire au premier tour.
Et ce soir, comme tous les dimanches, désormais, retrouvez toute l'équipe de DDF, dimanche de foot, à partir de 22h donc sur nos antennes avec un programme assez dynamique, n'est-ce pas Cathy Touré? Bien sûr, Ali Diarasouba, bonsoir. Alors ce soir, nous allons parler des élections à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Le président Sidi Dalio réélu. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Yamoussoukro? Vous en saurez plus tout à l'heure. Et puis nous reviendrons sur la Ligue 1, la 7e et dernière journée, en tout cas deuxième partie de cette 7e journée. Les clubs absents la semaine dernière se sont rattrapés jeudi. Et dans le Doc Inter, vous aurez un document exclusif sur Bonny Wilfried, sur sa remise en forme après la blessure qu'il a éloignée des stades. Et puis Ali Diarasouba, si je vous dis 6 700 francs, vous ne savez pas à quoi ça correspond, eh bien connectez-vous à partir de 22h sur RTI 1 pour tout savoir avec DDF. À 22h, Football Passion DDF. Merci beaucoup Cathy Touré et à tout à l'heure pour nos téléspectateurs. C'est la fin de ce journal. Excellente fin de semaine sur RTI 1.